Donc je vous propose de faire une présentation avec une vision, vous allez voir, peut-être un peu particulière, quelquefois un peu provoque. J'espère que voilà que ça ne vous choquera pas. Et on sent que c'est d'actualité. Vous avez peut-être entendu comme moi, j'écoutais, c'était Europe 1, je pense, j'étais sur Europe 1 en voiture. Voilà, il y a un texte de loi qui sort où des députés disent il faut s'adapter à la Commission européenne et on doit interdire définitivement toute tape chez l'enfant. Donc avant c'était fessé, maintenant c'est fessé, plus gifle, plus toute tape doit être interdite. Et donc il y a ce côté dont on va parler pour voir un peu quels sont les avis de chacun. Donc juste avant de commencer sur ce côté de verticalité, vous allez voir de quoi je veux parler tout de suite. J'ai effectivement la charge et la responsabilité avec toute une équipe, nous sommes 49 dans l'équipe, d'une clinique qui est originale puisque nous prenons en charge des jeunes de 15 à 25 ans et dans quelques mois de 8 à 15 ans aussi. Parce qu'il n'existe rien du tout quand on a un jeune qui est en souffrance psychique dans la région. Pourtant, comme vous le savez, on est dans une région de 4 millions d'habitants. Quand on a, par exemple, une jeune fille de 12 ans qui commence un processus type anorexique, des dépressions, plein de choses, on est extrêmement embêté parce qu'il n'y a rien du tout. Donc, moi, mes deux leitmotifs depuis des années, ça a été de deux choses très claires. C'est un jeune n'a rien à faire dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est pour ça qu'on a créé une première clinique pilote qui est on peut soigner un jeune en souffrance psychique sans devoir l'enfermer, et je dis ça exprès, dans un hôpital psychiatrique, que ce soit de Arras, Bailleul, où on veut, Saint-André et autres. Et deuxièmement, une autre chose moi qui m'a toujours beaucoup gêné, c'est le temps d'attente aujourd'hui. L'organisation des centres médico-psychologiques est telle qu'il y a 4 à 8 mois d'attente aujourd'hui quand on a un ado qui va pas bien. Ce qui n'a pas de sens pour moi. C'est-à-dire que si vous appelez aujourd'hui pour un ado qui dit je veux me suicider et qu'on vous donne un rendez-vous à Noël, qu'est-ce que vous en faites Or, c'est le cas aujourd'hui. Donc là aussi, c'est mon deuxième leitmotiv, réactivité. C'est-à-dire que vous pouvez appeler dans notre unité, on va recevoir dans les 24 heures un jeune qui va pas bien, le prendre en charge immédiatement si nécessaire. Ça me paraît être, il y a beaucoup de choses à changer dans la prise en charge et aussi des choses qui peuvent être très utiles pour chacun d'entre nous dans un échange de compétences, c'est que vous puissiez être bien à l'aise dans les souffrances psychiques chez les jeunes parce que c'est vous qui êtes en première ligne. Ça m'arrive à quelques reprises dans l'année, d'avoir certains d'entre vous au téléphone directement. C'est plus souvent, ça va être plus souvent l'infirmière scolaire, le médecin scolaire, mais parfois ça passe. J'ai eu récemment une prof, peut-être qu'elle se reconnaîtra dans la salle, qui m'a appelé en disant, il y a une élève qui m'a confié qu'elle voulait maigrir, qu'elle se faisait vomir, qu'est-ce que je dois faire avec cette situation, comment gérer. Et donc ça aussi c'est important, que vous puissiez avoir des liens, des interlocuteurs dans le cadre de la souffrance psychique chez les jeunes. Donc on va parler d'abord de cette notion de verticalité. Donc les ados de la génération Z, je les appelle comme ça, pour faire, vous voyez, la suite de la fameuse génération Y dont on parle depuis quelques années, ces ados un peu de nouvelle génération. Et là, je commence ma provocation, comme vous le voyez. Ce qu'on peut constater, c'est une chute du niveau intellectuel, dans certains cas, une perte des liens de sociabilité, de plus en plus de violence, d'intolérance aux frustrations. Ça fait à plusieurs reprises, je me rends compte de ça. J'arrive dans un collège ou dans un lycée parce que je vais venir intervenir et je trouve qu'il y a une violence. Rien que dans le lycée, je vois des jeunes qui se tapent dessus à coups de cartable, qui se poussent. Il y en a un qui tombe sur moi et je me dis mince, c'est marrant, j'ai pas ce souvenir-là. Moi, que quand j'étais au collège, j'avais pas cette impression. Alors peut-être qu'on l'a oublié, mais je ne pense pas. Il y a quelque chose qui est de fait, quelque chose qui fait plus intolérance aux frustrations, agressivité, le côté tout et tout de suite ici et maintenant, l'instabilité majeure des liens. Qui commencent dès la jeunesse. Ils vont changer de clan, de copains, de copines. On les voit très proches de l'un et puis tout d'un coup, ils se parlent plus. Et donc, il y a beaucoup plus d'instabilité, donc de fragilité d'une certaine façon qu'avant. Et on va aborder directement ce côté des neurosciences. Vous avez peut-être déjà vu ces images qu'on a aujourd'hui. Premièrement, un point complètement obsolète et qui est encore utilisé beaucoup dans les entreprises. Sauf que parce que dans le travail de communication, on va parler de cerveau droit, de cerveau gauche, ce qui est totalement obsolète. De parler de cette façon de voir les choses depuis longtemps. Déjà, on connaît très peu de choses sur notre cerveau encore aujourd'hui, sur ce réseau de 100 milliards de neurones,
qui ont chacun 10 000 connexions avec leurs voisins. Au niveau de chacune de ces connexions, les synapses, on a entre 10 et 50 Hertz de décharge de molécules qui sont les neurotransmetteurs. Donc il n'y a rien de plus fascinant, de plus passionnant que le cerveau. Si on prend, vous voyez, ce nombre de synapses-là, c'est-à-dire, je viens de le dire, 100 milliards fois 10 000, et tout ce qui se passe au niveau de chacune de ces synapses, si on fait un modèle mathématique, on a 10 puissance 80 possibilités électriques différentes dans un cerveau humain. Et il y a 10 puissance 32 étoiles dans l'ensemble de l'univers. Vous voyez qu'un cerveau humain est des milliards de fois plus complexe que notre univers entier. Donc c'est fascinant. Et qu'est-ce qui se passe alors là-dedans, dans ce cerveau? Eh bien, tout part aujourd'hui, je passe le cerveau reptilien. Cerveau reptilien qui serait ici, et on a gardé encore beaucoup de choses de notre cerveau reptilien et qui est vital, qui va s'occuper de beaucoup de choses, de notre respiration, de nos battements cardiaques. Mais tout part par ce qu'on appelle le sous-cortical, c'est-à-dire, on va dire à peu près, vous voyez, le centre du cerveau. Ça peut être une notion impulsive, quelque chose une angoisse. Et puis, seulement dans un second temps, on va avoir notre cortex que là je symbolise par le cortex frontal, qui va venir dans un second temps éteindre ce qui s'est passé au niveau, vous voyez, sous-cortical. On a un système de vases communicants comme ça, je vais expliquer ça de manière plus concrète. On a par exemple une réaction agressive. Tout ce qui est du système limbique, disons-le, on le partage avec les animaux, les mammifères, parce qu'on est là dans un système commun à tous les mammifères, et nous, en pelure d'oignon, en tant qu'être humain, on a bâti un cerveau beaucoup plus important, et on a un cortex beaucoup plus important que la plupart des mammifères. Mais il y a des cortex animaux, comme celui du dauphin, par exemple, qui est assez proche, en fait, du cortex humain. Donc il est 60% plus petit, mais c'est déjà comme un mini-cerveau humain, le cortex des dauphins. Petite anecdote, j'étais en vacances là, il y a pas longtemps avec mes filles en Guadeloupe, elles ont nagé avec un dauphin. Donc génial, c'est un truc unique, on était sur une plage et un dauphin qui s'est approché. Et puis après coup, il y a un professionnel qui m'a fait super peur, qui m'a dit mais il faut jamais nager avec les dauphins. Ah bon? Moi, je suis dans l'image naïve, le grand bleu, etc. Machin. Et il me dit non, les dauphins, vous savez, sont des animaux très intelligents. Et quand à un moment, il y a un être humain qui commence à les embêter un peu trop, eh bien, ils le prennent, ils lui chopent le bras, ils l'emmènent à 40 mètres de profondeur, ils attendent 2 à 3 minutes. Et il le relâche ensuite. Donc ça peut être des animaux méchants, entre guillemets. Alors, on a toujours une vision assez naïve, anthropomorphique du gentil dauphin. Et en fait, ça veut dire que le dauphin est suffisamment intelligent pour avoir compris qu'on respire pas sous l'eau, que 2-3 minutes, ça suffit pour tuer un être humain. Comment il a pu comprendre tout ça et puis qu'il puisse s'échanger cette donnée entre dauphins? Il y a encore des grandes énigmes, mais comme quoi, effectivement, il y a beaucoup d'animaux qui sont intelligents et dont parfois il faut se méfier. Donc je prends cette agressivité qu'on a nous, on va à un moment avoir une réaction fortement agressive parce que par exemple, un élève vous pousse à bout par exemple. À un moment. Donc notre première réaction serait de répondre immédiatement à cette agressivité, mais on a eu, par notre éducation, et je parle tout de suite de l'éducation, un cortex frontal qui a été créé en grande partie par nos parents, qui nous a appris à garder notre calme, à se dire attends, je suis quand même professeur, j'ai tous les autres élèves qui sont là face à moi. Mais ça, c'est pas seulement dans le cas du professeur, je pourrais dire moi aussi, un patient qui me pousse à bout et je dis non, attends, je suis quand même docteur, je suis censé avoir fait des études, si je commence à lui foutre un coup de boule, ça va pas exactement être psychothérapeutique. Donc je vais essayer d'être, de garder mon rang quelque part, à la fois un respect et donc cette recherche du calme et de d'autres alternatives vont me permettre de éteindre le cortex, le sous-cortex, pardon. Un sous-cortex et système limbique, on est dans un synonyme. Besoin impulsif, je peux avoir un besoin impulsif. Par exemple, des skiens, on en parle beaucoup en ce moment, qui peut être un besoin impulsif sexuel, mais ça pourrait être un besoin impulsif d'achat. Il y a un nouveau téléphone qui vient de sortir, je suis geek à fond, et puis je peux pas m'empêcher d'acheter le nouveau parce que le mien a déjà 3 mois d'ancienneté. Et donc on est dans un système comme ça qui peut être ce besoin impulsif. Et normalement, je vais avoir aussi mon cortex frontal qui va se rallumer, qui va être apprendre à attendre, apprendre à gérer ses besoins impulsifs et à ne pas succomber à mes impulsions. Là, c'est ce qui va nous différencier, par exemple, d'un chien en chaleur. Pas pour DSK, on l'a dit, parce que l'animal qui est en rut
hein, lui n'a pas le cortex frontal suffisamment développé pour pouvoir lutter contre ça. Hein, et tandis que nous, êtres humains, on est censé aussi pouvoir le faire. La remontrance d'un adulte, on va accepter, au départ, la remontrance d'un adulte, ça va être quelque chose qui va nous activer aussi ce système limbique, et on a appris, hein, normalement, par notre éducation, à être en position basse, en respect de l'autre. C'est comme un professeur qui me fait une remontrance qui est adaptée, je suis d'accord, j'ai fait une bêtise, ou j'ai pas respecté les lois du collège, par exemple, et donc je l'accepte en position basse. Mais encore faut-il, et vous le comprenez, que les parents, depuis la toute petite enfance, depuis les premiers jours de vie, aient construit nos connexions neuronales dans le cortex frontal. Et vous voyez que tous ces phénomènes-là sont des choses qu'il faut continuer aussi à l'école. D'apprendre aux jeunes, bien sûr, le respect, apprendre à attendre, à pas avoir tout et tout de suite ici et maintenant. Et c'est un point fondamental parce que ça, c'est la base et le noyau des thérapies cognitives dans la dépression. Notre cerveau est construit pour penser négatif depuis tout au long de notre vie. Ce cerveau, quand on sent qu'on ne contrôle pas une situation, on va immédiatement penser en négatif. Imaginons qu'on entende par exemple une grosse explosion là maintenant à l'entrée, hein, on va forcément penser il s'est passé quelque chose de grave. Hein, on va penser, je sais pas, ça peut être un attentat, une chaudière qui a explosé, et on va tous ne plus penser qu'à ça, aller voir ce qui s'est passé, on va se dire allez, pas d'affolement, on va voir, hein, et on va s'apercevoir et on va revenir en disant c'est des jeunes qui ont claqué des gros pétards et qui sont partis en courant en rigolant, on est mercredi, ils s'amusent, on va tous se dire ouf, mais dans un premier temps, on pense toujours négatif. Quand on ne comprend pas une situation, notre cerveau a toujours été conçu pour penser négatif parce que c'est l'instinct de survie. C'est le seul point commun qui existe entre tous les êtres vivants de la planète, du protozoaire à nous, en passant par le cactus, la marguerite, le dauphin, DSK, tout le monde, eh bien on a un instinct de survie. Tout faire pour survivre de manière individuelle, mais également de manière collective. Mais le collectif ne compte pas dans une situation de survie. C'est le syndrome Titanic. C'est-à-dire que si il reste quelques places dans le bateau, on pousse tout le monde, poussez-moi, c'est moi qui vais survivre. Donc c'est la cruelle organisation de la nature. La loi du plus fort, la loi de la jungle. Donc la survie, elle est avant tout individuelle, mais on est construit, et on a ce point commun avec tout être vivant, tout faire pour survivre. Et tout faire pour survivre, c'est avant tout avoir des pensées automatiques négatives. Parce qu'il vaut mieux se préparer au pire pour pouvoir survivre. Si on est avec vous voyez, imaginons le contraire, qu'on ait une naïveté de « Ouaf, une explosion ». On entend tellement parler dans les journaux, on n'a pas une près. Et imaginons qu'on pense comme ça, on serait tous morts depuis longtemps. Donc on va être dans des réflexes, d'ailleurs les pensées automatiques, c'est que c'est un réflexe. C'est-à-dire vous vous baladez dans une forêt, dans le sud de la France, vous êtes en vacances, là en juillet, et puis tout d'un coup, en soulevant des vieilles feuilles mortes de l'automne dernier, vous voyez une chose longue et zigzagante, vous avez votre conjoint qui va vous dire « Je t'ai vu devenir pâle d'un coup, je t'ai vu devenir blanche et sauter en arrière et faire un bond en arrière juste avant que tu te casses le coccyx là par terre. » Et c'est presque, on peut parler de quelque chose de subliminal. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir, ça n'arrive pas à notre cortex. C'est une vision automatique négative qui fait que notre cerveau réagit en moins d'un dixième de seconde. On s'est dit « merde, un serpent », et on s'est mis en protection pour éviter d'être mort. Vous savez, il y a par exemple au Cambodge des serpents qu'on appelle les serpents 7 secondes, parce qu'à partir du moment où ils nous mordent, on vit 7 secondes de plus. Donc on imagine que c'était ce type de bête qui existait depuis la nuit des temps. Et notre construction cérébrale, elle date de 7 millions d'années, au moins, même plus. Je vais parler tout à l'heure de mammifères. Et donc on a des phénomènes qui sont nos instincts de survie absolus. Ces pensées automatiques négatives sont celles qui vont conduire aujourd'hui à la dépression. Parce que on se met à ruminer en pensée automatique négative quand on déprime. On se met à voir tout en noir. C'est toujours sur moi que ça tombe. Il m'est arrivé que des malheurs dans la vie. À quoi ça sert de continuer à me battre? De toute façon, je n'ai que des échecs et je n'aurai que des échecs dans ma vie. Et on se retrouve dans une sorte de forme de résignation dépressive. Et on va travailler en thérapie cognitive autour de se rendre compte, pointer du doigt les pensées automatiques négatives et trouver des systèmes pour sortir de ce cercle vicieux. Et ces systèmes-là, c'est notre cortex frontal qui va nous permettre de développer des contre-pensées positives. Quand ça ne va pas dans notre vie, on a eu aussi nos parents qui nous ont appris, mais ça peut être nos profs, qui nous ont appris à repenser positif, à retrouver espoir. Et donc il faut bâtir tout ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui est un enfant roi aujourd'hui, vous le comprenez, qui n'a
très peu eu la chance d'avoir un cortex frontal bien bâti, est un enfant qui va être beaucoup plus soumis aux pensées automatiques négatives et qui va donc être beaucoup plus à risque de dépression, entre autres. Vous voyez, ces émotions animales dont je parle en grande partie, qui sont des émotions donc archaïques, tout ce qui vient du système limbique. Elles vont alimenter peur, colère, haine, agressivité, pulsion. C'est ce qu'on partage avec le monde mammifère, en tant que sous-partie du monde mammifère de la planète Terre, et des émotions humaines plus modernes, qui sont amour. On me faisait remarquer récemment que l'image que j'ai mise là pour les émotions humaines pouvait revêtir un symbole acéphalique. J'ai pas fait exprès, mais donc amour, compassion, empathie, émotion, le côté de la cohésion du groupe, de se sentir en famille, de se sentir dans un moment où on partage quelque chose de fort. On est par exemple dans un concert d'un de nos groupes préférés qui a marqué toute notre jeunesse. Et puis ça y est, c'est notre chanson. C'est la chanson sur laquelle on s'est rencontré avec son mari, sa femme. Et là, on voit les briquets sortir, on voit les regards des gens. Visiblement, on n'est pas les seuls à avoir notre chanson. Et là, on vit un moment de cohésion forte. On a envie de tous s'embrasser. Et donc, c'est un côté du cortex frontal. C'est un côté qui ne pourra pas être vécu par un lapin nain. Et donc, il y a quelque chose qui va nous différencier quand même du monde animal sur des émotions fortes comme ça. Ça peut être des émotions d'amour, ça pourrait être des émotions dans la foi, ça peut être plein de choses comme ça qu'on va vivre ensemble. Mais qu'est-ce que font aujourd'hui tout ça, la télé, les jeux vidéo? Vous savez qu'on arrive à des chiffres que j'arrive même pas à comprendre. Sur des enquêtes récentes, la télé, les écrans en général, c'est 8 heures par jour. J'ai encore engueulé ma petite dernière Elena hier parce que je rentre du travail. Elles sont en train de regarder Grey's Anatomy, saison 7, épisode 24, parce qu'elles se sont fait la série totale de Grey's Anatomy avec ma fille aînée. Là-dessus, elle est sur son ordinateur portable sur les genoux en train de jouer aux Sims et elle est en train d'envoyer des Snapchats sur son téléphone. Donc 3 écrans à la fois. Et ça, c'est aujourd'hui, vous voyez, même la fille d'un pédopsychiatre n'est pas pour autant protégée. Donc voilà, je reprends quand même les choses quand je vois des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on peut imaginer que, bien sûr, ce côté-là, ça développe notre cerveau mammifère, notre cerveau archaïque. C'est je veux ça et tout de suite, ici et maintenant. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas apprendre à développer du cortex frontal. Donc, et c'est en rapport avec notre société de consommation, tout ça. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est en pleine période électorale, ça ne change rien. Tout est intéressant si on maintient un cerveau mammifère auprès des enfants. Parce que si on maintient ce cerveau où tout est impulsion, je veux ici et maintenant tout et tout de suite, on est un super acheteur, puisqu'on est incapable d'apprendre à attendre. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui sort, on le veut tout de suite. Et puis on s'en lasse très vite. Donc on veut le modèle suivant. Je parlais tout à l'heure du modèle des téléphones. Il y a le nouveau téléphone révolutionnaire qui sort tous les 15 jours. Et quand ce n'est pas le téléphone, c'est la nouvelle tablette, etc. Donc on a intérêt à maintenir des jeunes en tant qu'enfants rois, parce que c'est ça qui fait tourner la société de consommation. C'est assez terrible à dire, mais il y a donc une forme de cercle vicieux, vous voyez, socio-économique autour de ça. Donc je reviens, vous voyez, sur ce cerveau. Donc avec respecter, admirer, aspirer à, dont on va parler autour de cette notion de verticalité. Parce que élever un enfant, reprenons l'étymologie de élever, ça veut bien dire, et c'est pas que français. Les profs d'anglais dans la salle sont d'accord. On va parler de to rise a child, comme the rising sun. Donc on est sur quelque chose qui est, j'idéalise des parents que je vois comme des demi-dieux, quand on est enfant, quand on a 4-5 ans, et ces parents qui nous paraissent vachement grands. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, je devais avoir, je sais pas, peut-être 3-4 ans, et quand mamie venait à la maison, eh bien, elle montait jamais à l'étage. Et ma logique personnelle, c'était, mais c'est normal, elle est vieille, donc elle est très très grande, donc elle est trop grande pour monter à l'étage, elle se cognerait dans les escaliers, donc elle peut pas monter. Et je me souviens que j'avais cette logique-là. Mais c'est une logique d'idéalisation, c'est-à-dire qu'on est petit comme ça, on voit les parents en très grand, et puis un papa et une maman, ça sait tout faire. Papa, tu peux réparer ma poupée, ou tu peux ouvrir ma bouteille d'eau, ou on a cette vision qui est exagéré, qui est nos parents sont des adultes qui sont omniscients, omnipotents et qui ont cette capacité à tout faire et à m'aider dans la vie. Ça, je parle bien sûr d'un enfant qu'on va appeler sécure, qui se sent en sécurité affective, qui se sent dans une famille aimante, cadrante, et il se sent en parfaite sécurité. Quoi qu'il en soit, cet enfant sécure va arriver à l'adolescence à un processus de désidéalisation.
C'est-à-dire que les parents qui étaient idéalisés, ma maman c'est la plus belle du monde, mon papa il travaille dans une banque, hein, et donc il y a des milliards de milliards mon papa, parce qu'il est banquier, et puis et donc on a cette vision-là quand on discute dans la cour en grande section maternelle, et puis quelques années après, oh mes vieux ils me font chier, tu vois, même pas pour aller à la soirée de Dimitri samedi soir, ah il me gonfle, hein, j'en peux plus quoi, hein, donc, et donc on passe très vite à une désidéalisation normale. Il faut bien désidéaliser ses parents. Imaginez qu'on ait encore 46 ans comme moi et que je sois encore à vous dire ma maman chérie, c'est vraiment la plus belle du monde. Là, d'ailleurs, je vais partir parce qu'elle me manque trop. Et donc, dites pas que je dis ça et que je me moque d'elle. Mais et donc, il y a ce côté de heureusement, on a désidéalisé nos parents et on va rechercher dès l'adolescence des nouveaux idéaux. Ça peut être un chanteur, un groupe, Brad Pitt, qui vous voulez. Et on a ce côté absolument normal. On a ce besoin d'aller chercher. Il y a quelque chose de vexant qu'évoquait déjà Françoise Dolto dans les années 80, qui est l'enfant va se démener beaucoup plus pour être bien vu et bien perçu par la mère de son copain que par sa propre mère. Elle expliquait aux mamans, mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ou parfois, on adore un prof ou une prof, et puis on va voir le jeune qui est boosté par un enseignant. C'est de plus en plus rare, mais ça arrive encore. Donc on a ce côté de parents qui doivent élever l'enfant psychiquement, lui construire le cortex frontal dans quelque chose qui est une verticalité. On se développe dans la vie parce qu'on a cette verticalité. Une anecdote que je fais souvent, qui était une enseignante parmi d'autres qui m'a énormément marqué, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir été pour beaucoup d'entre nous dans une génération où on avait beaucoup plus encore que maintenant ce respect des professeurs et on avait cette vision idéalisée aussi. Madame Duquesne, en CE1, école Georges Sand à Wattignies, j'étais passionné par l'astronomie. J'adorais, mais je pense que j'avais eu un peu en cadeau d'anniversaire un bouquin sur les planètes, et je discutais de ça avec le copain. Et je disais, vous savez qu'il y a plus qu'1 milliard d'étoiles dans le ciel? Et les copains disaient, n'importe quoi, même pas vrai, c'est pas possible, 1 milliard, tu te rends pas compte. Et mon réflexe, ça a été, on était en CP, et je dis, on n'a qu'à demander à la maîtresse. Et tout le monde s'est dit, tout de suite, évidemment, bien sûr. La maîtresse, elle sait forcément puisque c'est une maîtresse. Et vous voyez, on a cette vision omnisciente aussi, omnipotente d'une prof, qu'on idéalise aussi. Elle a forcément la réponse puisque c'est une maîtresse. C'est l'une des plus grandes déceptions de ma vie, ça a été de revoir ma prof d'anglais, cette fois-ci je ne citerai pas le nom, quelques années après. C'était une prof d'anglais que j'avais adorée, qui était en 6e, que j'avais eu en 6e, 5e, je pense, et je l'ai vue il y a quelques années. Et puis elle me reconnaît, et puis elle commence à me parler anglais. Et ma première réaction, c'est quoi cet accent ? Mais comment elle me parle, et super décevant pour moi, parce que je l'avais idéalisée comme elle est prof d'anglais, donc elle parle d'un anglais absolument parfait, courant, etc. Et j'étais vachement déçu par dire, pour en finir, elle parlait pas si bien que ça. J'en ai fait 3 mois de déprime derrière, mais donc faites gaffe quand vous revoyez des élèves un peu de temps après. Donc là, le problème des parents d'aujourd'hui, c'est que des parents qui devraient être idéalisés pour nous élever, pour nous pousser vers le haut, pour nous donner envie de progresser, eh bien de plus en plus aujourd'hui dans notre société sont en train de baisser et de devenir horizontaux. C'est-à-dire que dans beaucoup de familles, on s'aperçoit que c'est comme si dans la famille, c'était que des copains et des copines ensemble, on négocie tout. Oh, s'il te plaît, va dormir, s'il te plaît, s'il te plaît. Si tu vas dormir, demain, je te donnerai ça. Allez, s'il te plaît, parce que tu vois bien que papa et maman sont crevés. Donc, on va négocier les choses. Une maman me disait récemment, parce qu'elle m'adressait sa fille, mais elle se demandait pourquoi, mais c'est le médecin généraliste qui avait insisté, parce que sa fille, qui a 8 ans, n'a mangé depuis la sortie du biberon que des pizzas. Et n'a jamais rien mangé d'autre parce qu'elle veut rien d'autre. Et la maman me rassure. Ouf, j'étais rassuré. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, docteur. Je lui en fais une fois 4 saisons, une fois au saumon, une fois au jambon. Véridique, c'était une maman au CHR de Lille. Et puis, ne se rendant pas compte qu'on est dans une inversion des rôles dans ces cas-là. L'inversion des rôles, c'est c'est l'enfant qui commande à la maison et c'est les parents qui obéissent. Et je jette souvent ce pavé dans la mare auprès des parents. Il me raconte un truc, genre mon enfant il y a 4 ans, il veut pas se coucher, de toute façon, il veut pas aller dans son lit. Donc vous savez, nous, mon mari et moi, on travaille, à un moment on cède, et puis tant pis, il dort avec nous, quoi. Donc il a toujours dormi avec nous parce qu'il veut pas, autrement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, docteur? Mais ils viennent quand même me voir pour qu'on en parle. Et donc il me raconte plein de choses comme ça, que c'est l'enfant, de toute façon, il mord sa mère quand quand elle veut pas lui passer sa déesse, plein de choses. Et donc je dis à cette maman et au papa qui sont là, si je comprends bien, vous avez décidé de faire une éducation un peu particulière et nouvelle, c'est-à-dire que c'est votre enfant
qui est le chef à la maison, qui commande, et vous, les parents, qui obéissez. En général, il y a un petit silence derrière, les parents se regardent, genre ils se foutent de notre gueule ou... Et non, ils se rendent bien compte en réfléchissant un tout petit peu que, bah oui, quelque part, oui, c'est vrai. Et là, il y a un problème. Comment on peut construire le cortex frontal dans un côté d'idéalisation si on est tous copains et copines à la maison et qu'on est déjà dépassé par l'enfant qui commande? Autre anecdote que m'a raconté un médecin généraliste récemment, c'est il va voir à domicile un enfant qui a de la fièvre et qui a 7 ans et il demande donc aux parents en arrivant, il a combien de fièvre? Bon, on ne sait pas. Quoi, on ne sait pas? Vous m'avez appelé parce que... Ah oui, mais il veut pas qu'on prenne sa température de toute façon. Donc, il y a le front chaud, mais on ne peut pas savoir pour sa fièvre. Donc, on est dans... Mais c'est banal, ça, aujourd'hui. On pourrait en citer des milliers d'anecdotes, et vous aussi, je suppose. Mais on a quelque chose qui est quand même un problème. Comment voulez-vous construire un cortex frontal si on n'a pas quelque chose qui est autour du respect et d'idéaliser aussi l'autre? On va construire du cortex parce qu'on idéalise, que ce soit ses parents, ensuite sa maîtresse, son professeur, et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourtant, vous allez me dire, les jeunes savent très bien qu'il y a une notion de verticalité. Prenons par exemple les Jeux Olympiques, la fameuse devise des Jeux Olympiques, Sitius, Altius, Fortius. Prenez les Jeux qu'adorent les jeunes. Aujourd'hui, c'est déjà un peu dépassé World of Warcraft. Maintenant, ils sont plus sur WoW, ils sont sur LOL. League of Legends, où j'étais à 5. Quand on est pédopsychiatre, on a intérêt de s'y connaître un peu parce que sinon on est complètement dépassé. Donc on passe de niveau 1 dans un jeu comme ça et on va atteindre progressivement et au fil des mois le niveau 80 et donc on progresse. On est hiérarchiquement plus fort, on devient à telle valeur, tel point d'attaque, etc. Donc les jeunes ne peuvent pas naïvement dire « Ah, je ne savais pas moi qu'il y avait une verticalité ». Bien sûr qu'ils le savent. Donc aujourd'hui, le problème de ces jeunes, c'est qu'ils vont idéaliser en verticalité Justin Bieber, par exemple. Et ça, c'est vrai que comme modèle de vie, c'est pas forcément terrible. Normalement, on devrait donc avoir toujours ce côté-là. C'est-à-dire que vous voyez tous les élèves qui sont là en bas en photo, puis se dire ah, ma professeure de français, qu'est-ce qu'elle est géniale. Mais malheureusement, vous savez aussi que le fait est que de plus en plus, on a beaucoup plus de difficultés. Et parfois, moi, je suis assez consterné. Encore autre exemple, un jeune qui vient parce qu'il y a eu des gros problèmes. Il s'est fait virer il est passé en conseil de discipline 5 fois en collège. Donc plus qu'une fois par an. Il s'est fait virer 5 fois en 4 ans. Et là, il est en seconde, il vient de se refaire virer. Et en particulier, il a crevé les pneus de sa prof de maths. Parce qu'il a eu encore une mauvaise note et sa prof de maths en classe lui a dit maintenant j'ai un marre, tu fais aucun effort, donc quelque chose de tout à fait adapté de la part de la prof. Et donc il crève les pneus de sa voiture, il se fait virer, et quand je lui en parle, je lui demande d'expliquer ce qui s'est passé, le contexte. J'essaie de voir le remords, la culpabilité, les émotions qui peuvent être... Et puis aucun remords, aucune culpabilité. Il me dit elle m'a fait chier, je la fais chier. Bon, je lui dis déjà, vous ne me parlez pas comme ça, je pense que c'est peut-être pas les termes appropriés, mais clairement, j'ai essayé de lui faire dire, mais attendez, on n'est pas en train de parler d'une copine, on est en train de parler quand même de votre professeur au lycée, en seconde, et dans sa tête, on sent qu'il est sur une vision d'horizontalité totale. C'est-à-dire qu'un prof ou copine ou autre dans la cour, quelle est la différence? On ne m'en a jamais donné, en tout cas dans ma vie personnelle. Et c'est un enfant qui a été un enfant roi, quand on reprend un peu l'histoire, les parents ne lui ont pas donné cette notion de verticalité. C'est aux parents de la donner. Mais dans l'éducation, regardez les contes pour enfants, il y a toujours une verticalité. Il y a le prince, il y a une hiérarchie, il y a la reine. Donc, on a cette notion-là qui est d'une extrême importance pour pouvoir construire le cerveau. Donc, moi, je suis, et vous le devinez très clairement dans cette approche neuroscientifique, pour une autorité parentale, bien évidemment, mais surtout aussi une autorité professorale qui se perd. Donc, moi, en tant que parent d'élève, je suis contre le côté d'avoir donné les pleins pouvoirs comme on a aujourd'hui en tant que parent d'élève. Et il faut redonner, alors je sais que ça va faire jaser et que ça peut être des discussions après, beaucoup plus à nouveau l'autorité aux professeurs, parce que c'est ça qui est important dans le développement de l'enfant. Et on comprend parfaitement, et dans cette logique, pourquoi. Et qu'aujourd'hui, par exemple, un élève soit puni, donc vous lui donnez 2 heures de colle, par exemple, à juste titre, et que ce soit les parents
qui déboule dans votre bureau en vous engueulant et en vous menaçant, hein, et on sait que dans ces cas-là, on ne peut pas faire grand-chose parce que l'organisation est devenue compliquée, c'est quelque chose qui n'aurait jamais pu se faire il y a une génération. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Et je pense aujourd'hui que ce sont des réflexions assez urgentes à avoir entre professeurs, parents d'élèves, et de réfléchir à cette notion de verticalité. Parce que vous voyez, dans l'évolution de l'être humain, puisque notre ADN s'est fabriqué comme ça en 7 millions d'années, depuis les premiers humanoïdes, on peut se poser aujourd'hui des questions préoccupantes sur l'évolution de l'espèce humaine. Et pourtant, ça dépasse de loin ce côté-là. Regardez, depuis quand on a cette verticalité ? On l'a inventé en 1990? Bien sûr que non. Il y a 2 millions d'années, quand on prend les premiers Homo habilis, on a déjà la notion d'un chef de horde. Pourquoi le chef de horde? Parce que là aussi, on parlait de survie individuelle et collective. Les êtres humains se rendaient compte qu'en étant organisés en système de verticalité, avec un chef, avec le sorcier, avec la grande prêtresse, avec les chasseurs-cueilleurs, il y avait toute une organisation déjà dans les tribus préhistoriques, qui est sûrement beaucoup plus importante qu'on ne le pensait et très ancienne. Il y avait quelque chose qui nous faisait survivre. Mais c'est pas l'homme qui l'a inventé. 30 millions d'années avant, prenez une horde de loups, il y a toujours eu le loup. On a juste copié-collé ce qui existait déjà dans les hordes animales. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on sait très bien comment il est le chef loup. On voit la horde de loups, il y en a un qui est un peu plus haut que les autres, qui a des yeux qui fait beaucoup plus peur, qui est beaucoup plus comme ça méchant. Mais dans une horde, prenons par exemple une horde de chimpanzés, parce que c'est pas seulement des loups, hein, c'est toutes les organisations d'animaux. Quand il y a un moment un danger, qu'est-ce que font tous les chimpanzés? Ils se tournent tous systématiquement vers le chef de la meute. Et en fonction de ce que fait le chef, tout le monde le suit. Et on ne commence pas à critiquer, c'est une question de survie. Quand un chimpanzé a été exclu de son groupe pour une raison ou pour une autre, parce qu'il a piqué la femme du chef, parce que, je sais pas, pour différentes raisons, il a 15 jours de survie, paraît-il, dans la savane africaine. Il est foutu. Hein. Il n'arrive à survivre que parce qu'ils sont en groupe. Donc cette notion de verticalité, il faut peut-être revenir sur du neurodéveloppement, hein, sur de l'ethnologie, sur des cours qui seraient vachement intéressants à replacer peut-être à des élèves, hein, en disant on n'a rien inventé, mais la prétention en 2014 de changer un système qui existe depuis 40 millions d'années peut être pour le moins risqué. Cette notion de verticalité, on l'a bien sûr dans la foi, hein, quelle que soit la religion. On a un respect pour quelque chose qu'on voit d'une verticalité. Et on se tourne vers le ciel, on se tourne vers quelle que soit la religion. On a quelque chose de cette verticalité. Aujourd'hui, cette foi, elle est en voie de disparition dans une grande partie de la planète, pas seulement en Europe occidentale, et elle est remplacée par d'autres religions aussi, qui sont tout autant puissantes, et on peut avoir une notion de verticalité vis-à-vis de ça, par exemple. Cette notion de verticalité, elle a toujours existé. Aussi dans notre histoire. Il y avait un respect Louis XIV était, comme tous les rois de France, l'élu de Dieu et représentait Dieu sur terre. C'est ce qui existe encore dans beaucoup de pays. Vous savez, par exemple, en Thaïlande, qui est dans une situation actuellement d'instabilité politique, on ne regarde pas le roi dans les yeux. Et on baisse la tête, on n'a pas le droit de regarder dans les yeux, on doit être en dessous de lui, à quelques mètres en dessous de lui, à genoux. On va revoir ça dans des séries télé, je pense à Game of Thrones par exemple, où ils reprennent ce côté-là quand on va voir la reine Daenerys. Et donc il y a quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qui est le respect des chefs de gouvernement. Alors c'était comme ça jusqu'à un certain temps, et on n'imagine pas, vous savez, comme on voit maintenant les revues de l'Express, Le Point, genre Sarkozy escroc, en gros, ou Hollande, des trucs insultants aussi. On n'aurait jamais vu ça. On n'aurait jamais vu dans les revues dans les années 70 De Gaulle, sale escroc dans une revue. C'était pas possible, ce n'était pas envisageable. Et maintenant, on se gêne plus. Mais c'est aussi peut-être parce que les politiques l'ont voulu comme ça. Regardez, depuis De Gaulle, Mitterrand était quand même quelqu'un qui était hyper respecté encore. Chirac était devenu beaucoup plus le pote et celui qui allait serrer des pognes devant chez Sénéqui à Saint-Tropez. Sarkozy, ça a été le côté bling-bling. Et vous connaissez tous très bien le slogan du président. Il est normal. Il est horizontal, donc comme nous. C'est notre pote. Et après, il s'étonne qu'il se fasse insulter dans les grèves, dans les trucs. Donc il y a quelque chose aussi qui a énormément changé dans le respect de notre chef de horde.
Donc ça, c'est problématique. Mais, alors, je suis pas en train de dire revenons au temps préhistorique et reprenons le truc de notre gros chef de horde de la tribu de l'Homo habilis, mais malgré tout, il y a de quoi, vous voyez, se poser des questions sur ce côté-là, sur cette disparition donc de la verticalité dans la foi, de la verticalité dans les parents, dans la verticalité vis-à-vis des profs, dans la verticalité vis-à-vis de nos chefs de horde, et donc tout est devenu horizontal dans notre société. Donc avec, vous voyez, des réflexions qu'on peut avoir autour de tout ça. Je continue sur le côté éducatif, donc dans le côté être parent dans tout ça, aujourd'hui. Comment on fait alors et qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de changer les choses? Donc, premièrement, les constats, on en a pas mal, de beaucoup de parents, quand je leur en parle, c'est tout ça. C'est, on passe pas beaucoup de temps, vous savez, pour nos enfants, alors si c'est pour les punir en plus, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et donc, on va remplacer le manque de temps par l'argent. Ils vont être surpourrigatés. Des gamins qui arrivent à 13 ans et qui ont un téléphone qui vaut 3 fois le mien, ou des ordinateurs, ou ils ont un iPad, une Xbox One à la maison, la PlayStation machin, et donc il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout nous. Moi qui suis, comme certains d'entre vous, peut-être ici dans la région d'origine polonaise, mes 4 grands-parents sont polonais. Moi j'ai le souvenir, c'est assez drastique comme différence, d'aller en Pologne, par exemple, j'étais petit, et puis à Noël, voilà, il y avait une orange pour toute la famille, on se partageait un quartier d'orange chacun, et les gens étaient, voilà, c'était quelque chose de touchant, et c'était ça le partage, et c'était pas les iPads et les machins de Xbox One, etc. Il y avait quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Disparition des piliers de la famille, il y a de moins en moins de dîners familiaux. On a toujours des bonnes excuses. Oh, mais mon mari rentre tard, vous savez. Et puis les enfants sont devant leur série télé, ils regardent les anges de la télé-réalité, donc je les laisse manger des chips et des fricadelles devant la télé. Et puis moi, je mange dans la cuisine. Et donc il y a de moins en moins, il y a des pertes comme ça de repères importants. Autre anecdote, un enfant qui était très agité en classe, qui c'était en CP ou CE1, et donc le médecin scolaire est appelé, et on se demande s'il n'est pas hyperactif, etc. On se rend compte que cet enfant ne savait pas ce que c'était que manger à table. Il n'avait jamais mangé à table, encore en CP. C'était la première fois qu'on le mettait sur une cantine. Chez lui, il avait toujours mangé, je sais pas, des chips devant la télé, des trucs, et il avait pratiquement jamais eu, à part la maman nous disait après coup, une fois il y a eu la communion de son cousin. Donc, mais sinon, à table, non, c'est nouveau pour lui. Et là aussi, on peut se poser des questions sur le côté. On est dans des formes, presque dans un cas comme ça, peut-être en exagérant un peu, de maltraitance psychique. Parce que ça fait partie des bases absolues quand même d'apprendre à un enfant à attendre. Donc au niveau post-20e siècle, comment on doit faire? Alors est-ce qu'on doit les laisser s'éduquer tout seuls? Qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Notre société de consommation toujours, c'est aussi un enfant ne comprend pas pourquoi toutes ses copines ont un sac Vanessa Bruno à je sais plus combien, 130 ou 140 euros le sac, qu'elles ont dedans leur iPhone 5C et que moi je l'ai pas, quoi. Donc on voit ça évidemment dans nos collèges, dans nos lycées, où il y a en plus une sorte de norme. Pour être dans l'école, il faut avoir telle et telle chose. C'est incroyable la norme. Il y a, désolé de vous raconter plein d'anecdotes comme ça, mais c'est du réel. Une jeune qui me dit, vous savez docteur, entre les jeunes de Saint-Paul et de Thérèse, vous les connaissez peut-être, ces lycées, donc c'est à Lille, on est là au bout de la rue nationale, entre Saint-Paul et Thérèse d'Avila, on reconnaît les élèves. Vous m'en montrez un dans la rue, je vous dis qui est de Saint-Paul et qui est de Thérèse. Ils n'ont pas la même coiffure, ils n'ont pas les mêmes marques, ils n'ont pas les mêmes fringues, ils n'ont pas le même sac, etc. Et je vous dis, je me plante pas que dans 99% des cas, je saurais les repérer. Pourtant, c'est 2 écoles qui sont à 400 mètres l'une de l'autre, toutes les deux assez proches, je pense, en termes enseignement. Et donc, il y a quelque chose qui est une sorte de... c'est une quête identitaire normale d'ailleurs, d'une certaine façon. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, il y a une désidéalisation parentale, une recherche de nouveaux idéaux, des idéaux qui vont passer par les marques. J'existe parce que j'ai telle marque, et que cette marque, c'est une marque bien dans mon lycée, quand on fait partie des populaires, quand on a tel sac ou telle marque dans mon lycée. Donc on a tout ce côté-là. Le paraître compte beaucoup plus aujourd'hui que l'être. Il faudrait plagier la fameuse phrase hamlétienne et dire aujourd'hui paraître ou ne pas être. Et donc on a quelque chose qui est aussi autour de l'apparence qu'on a, et quand on n'a pas la bonne apparence, on peut se retrouver ostracisé, agressé. Rappelons ce chiffre consternant, et moi j'en suis le récipiendaire en permanence, c'est 10% de jeunes dans les collèges et dans les lycées sont victimes de harcèlement moral.
Ça, c'est une urgence absolue dans les écoles. Parce que moi, je les vois arriver comment, ces jeunes-là? Je les vois arriver post-ETS. Ils font une tentative de suicide, et c'est parfois qui peut être fatal, bien sûr. N'oublions pas qu'il y a 12 000 morts par an en France par suicide. Il y a entre 1000 et 1500 jeunes de moins de 18 ans qui meurent chaque année. Aujourd'hui, il y aura 5 morts parmi les élèves des écoles par suicide. Et dans beaucoup de cas, il s'agit de harcèlement moral, de jeunes qui n'en peuvent plus. C'est la chanson que je trouve marquante de Kinvey, Petite Émilie, vous avez peut-être entendu ça à la radio, qui raconte comme ça une jeune fille qui vit un harcèlement sexuel, qui était une fille avec sa maman toute seule, qui a peut-être eu des difficultés pour la mettre, pour l'éduquer, pour lui donner des cadres. Et donc aujourd'hui, on a ce problème du harcèlement moral qui va conduire l'enfant vers la dépression, vers les risques suicidaires. Et donc ce sont des urgences dans le fait de pouvoir en parler dans les écoles, de pouvoir trouver des systèmes d'organisation pour limiter ce risque. Les traits de personnalité, on va en parler tout de suite, est très pris en compte par les forces de vente. Le fait d'être hyper impulsif, de vouloir tout de suite, ici et maintenant. Regardez le nombre de pubs qui fonctionnent là-dessus aujourd'hui, rien qu'en passant en voiture tout à l'heure en partant. Ça va être, nous, chez nous, dans notre banque, vous saurez immédiatement si votre crédit est accepté ou non. Vous n'avez pas à attendre. Et c'est machin, tout est comme ça. On nous dit, chez nous, c'est tout de suite. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas à attendre, parce qu'on ne supporte plus d'attendre aujourd'hui. Récemment, dans un Carrefour Market, je fais des courses, il y a une dame qui est juste devant moi, il y avait 4 personnes à la caisse. Elle avait son caddie 3 quarts plein, et on attendait depuis 10 minutes parce qu'il y avait une dame qui attendait le prix, la caissière ne l'avait pas. Un truc qu'on a tous vécu des dizaines de fois dans notre vie. Et la dame, à un moment, elle a commencé à lever les bras en l'air, à souffler, et elle est partie. Et elle a laissé son caddie là, face à moi. Voilà. Visiblement, elle n'a pas supporté d'attendre 10 minutes. Elle faisait les courses depuis 1 heure. Elle a craqué, elle est partie, elle a laissé son caddie là. Donc on a posé son caddie sur le côté et les gens ont continué à passer. Dans ces cas-là, moi j'ai envie d'y aller, de dire madame, je peux vous voir en consultation. En général, ma femme me retient. Donc, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est des choses qu'on risque de voir de plus en plus. Et encore, elle aurait pu partir en foutant un coup de boule à la caissière, parce que donc c'est pas non plus la situation la pire. Mais regardez ce petit nourrisson qui est là, qui est un grand nourrisson qui se tient 2 à 6, donc il doit avoir 8 mois, qui est normalement et de manière tout à fait logique impulsif. Il est très impulsif. Il voit sa grande sœur qui passe à côté avec un gâteau alors qu'il faisait autre chose. Il veut un gâteau. Enfin, il dit pas encore gâteau à 8 mois, mais il veut le gâteau tout de suite. Et si on lui donne pas, il va pleurer, il va taper, parce qu'il veut goûter le gâteau de sa petite sœur. Donc, il y a de manière logique une labilité de l'humeur. Un enfant de cet âge-là va pleurer 70 fois par jour. Nous, aujourd'hui, on a limité quand même cette fréquence. Normalement, l'agressivité, il est agressif. Il n'a pas les mots. Il ne peut pas encore dire à sa sœur, écoute, Sœurette, on peut peut-être négocier ensemble. Tu as un gâteau, moi je peux te prêter ma tétine, on peut en discuter. Donc, mais ça, c'est vachement important. Vous savez qu'il y a un lien extrêmement étroit entre le manque du mot et l'agressivité. On passe à l'agressivité, même dans un couple, par exemple, lorsqu'on n'a plus d'arguments, lorsqu'on n'a plus les mots. Et on s'aperçoit, il y a des études très précises et qui sont toutes consensuelles et qui montrent que le manque de vocabulaire d'un jeune est très fortement corrélé au risque d'agressivité. Donc, si les jeunes sont agressifs aujourd'hui, c'est à cause des profs de français dans la salle. Mais donc, vous avez en tout cas un rôle important pour travailler. Mais c'est en maternelle et en primaire qu'il faut faire ça. C'est pas en collège et en lycée. Enfin, c'est un peu tard après. Mais on voit qu'il y a des jeunes qui tournent à 300 mots par jour. Oh, Feyesh, je suis vénère, trop bien, quoi. Et rien qu'avec ces 6 mots, on peut s'en sortir dans une journée d'un lycée. Donc, il y a aujourd'hui quelque chose qui est à faire autour d'avoir le plus de possibilités quand même d'argumenter. Et on va l'apprendre à cet enfant à parler, à pouvoir, au fil des mois et des années, mais aussi, il est logique que cet enfant ne respecte pas au départ. Et c'est nous qui devons être extrêmement cadrants, parfois sévères, pour apprendre à un enfant, par exemple, qu'on ne tape pas sa maman ou son papa, qu'on ne mord pas. Là, il faut être super sévère dans ces cas-là, pour que l'enfant, le plus vite possible, mais dès bébé, comprenne que, ah non, ça, il y a des interdits. Il y a des choses qu'on ne peut absolument pas faire. Parce que si on se laisse déborder au départ, c'est d'autant plus difficile après. Donc il doit apprendre à se conformer aux lois. Il n'en a pas d'idée au départ. Mais nous, on ne s'en rend pas compte comme ça. On n'est pas en train de dire en tant que parent, bon, aujourd'hui, nous travaillons sur la loi.
Et on va commencer par l'histoire de la loi, depuis la loi d'Hammurabi, et on va faire un cours à la maison. Non, on va être dans un côté où on va apprendre à l'enfant dans la famille, on fait comme ça, on ne dit pas de gros mots à table, etc., etc. Mais toutes ces lois-là, qu'il va retrouver dans une école ensuite, c'est des bébés qu'on lui apprend. Le problème d'aujourd'hui, c'est que la sociopathie, là, on va parler donc d'un trouble de la personnalité, qu'on peut appeler aussi psychopathie. Regardez, c'est un copier-coller de la diapo précédente. C'est le jeune de 15 ans, par exemple, qui est hyper impulsif, qui a une débilité de l'humeur, qui va s'effondrer parce que sa petite copine est partie. L'enfant qui est dans la toute-puissance depuis le départ, qui a toujours tout eu, ici et maintenant, tout et tout de suite. À chaque fois qu'il a demandé quelque chose, il l'a eu. Anecdote, une jeune fille de 17 ans qui fête son anniversaire avec sa cousine qui est élevée toute seule par une maman en famille monoparentale, maman qui est assez bien déprimée, et donc c'est la famille qui me raconte tout ça, et qui reçoit pour ses 17 ans un iPhone 5S. Elle en rêvait depuis super longtemps, elle voulait, elle est super contente. La petite cousine de 8 ans pète les plombs en disant j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un, et se met à hurler et à faire la crise familiale, au point que la mère est obligée dans un premier temps de l'emmener dans le jardin, de la faire quitter la famille, parce qu'elle veut son téléphone aussi. Et pour en finir, cette maman va partir avec sa fille parce que sa fille ne se calme pas. Le lendemain, elle a un iPhone 5S. Ce qui est gravissime quand même dans ces situations-là, où on est dans une maman qui est totalement aux lois de sa fille, en disant mais je ne peux pas la laisser souffrir comme ça. Quelque part, elle souffre trop de ne pas avoir son iPhone 5S, donc je vais lui offrir. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? S'il y a 8 ans, c'est déjà ça. Donc on est dans des situations où cette jeune fille, la maman est en train de l'élever dans ce côté-là. Elle va rester impulsive, et elle a raison de rester impulsive. Quand elle fait des crises comme ça, elle a tout ce qu'elle veut. Pourquoi changerait-elle? Elle va rester avec cette labilité de l'humeur parce qu'elle pleurait en disant je vais mourir si j'ai pas mon téléphone, agressivité, intolérance aux frustrations, manque de respect d'autrui. Elle a foutu en l'air, par exemple la patiente dont je parle, en tout cas jusqu'à ce qu'elle parte, toute l'ambiance familiale. Elle a plombé l'anniversaire de sa grande cousine et doit apprendre à se conformer aux lois. Donc on est là, vous voyez, devant, si on n'élève pas un enfant, on en fait un enfant qui a un trouble de la personnalité, avec toutes les conséquences qui vont apparaître, et vous, les conséquences, vous les avez en tant que parent, en tant que prof, dans des jeunes qui, comme ça, sont restés dans certains cas, dans un problème éducatif. Donc ça, c'est aussi les idées reçues de parents modernes. La loi nous dit, on n'a pas le droit de lever la main sur son enfant. Dans cette problématique-là, d'ailleurs, sur le principe, bien sûr que c'est une bonne chose de respecter, mais le problème derrière tout ça, c'est qu'on dit aux parents, levez la main et levez le pied aussi, ne faites plus rien à votre enfant, vous n'avez plus le droit. Ne l'éduquez plus, laissez ça au prof. Merci pour vous. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que derrière cette loi, c'est le côté le plus pernicieux. C'est que les parents, quand on en parle d'ailleurs avec eux, ils entendent, en gros, on n'a plus le droit de rien faire avec nos enfants, on n'a plus le droit de se fâcher sur eux, parce qu'ils nous disent, de toute façon, si tu te fâches, j'appelle le 115 SOS enfance maltraitée. Et donc, on est dans un côté, il va s'éduquer tout seul, quoi. On est tous égaux dans la famille. Vous savez, dans notre famille, on vote, on négocie avec eux. Tiens, je te file 10 euros et tu vas au lit. Donc, on est dans des situations parfois où ça s'échange par l'argent. Moi, j'ai pas envie de m'énerver ce soir, alors je le laisse faire parce que vous savez, déjà avec mon patron, j'en peux plus. Et donc, on est sur des choses effectivement extrêmement fragilisantes vis-à-vis de l'éducation. Donc on a parlé de trouble de la personnalité, ça peut être un trouble de personnalité qui développe aussi vers ce qu'on appelle une personnalité borderline ou état limite, où là l'axe central c'est le vécu et la peur d'être abandonné. Par exemple, une façon de bien faire une personnalité borderline chez votre enfant, c'est de le menacer de l'abandonner régulièrement. Faites-le et vous allez voir, vous allez arriver à une belle personnalité borderline chez vos enfants. Vous savez, je vous dis ça pour vous faire peur parce qu'on l'a tous fait. C'est dire à un enfant, je te préviens, si tu continues, on te laisse là. On te laisse dans le magasin. On te laisse chez mamie. De toute façon, on te reprend plus, tu reviens plus à la maison. Le problème, c'est que nous, on sait bien que c'est pas vrai, que c'est une menace pour voir comment il réagit. Mais l'enfant le prend comme une parole d'évangile. On est ses parents idéalisés. Si les parents disent ça, ça veut dire qui je vaux? Quelle est ma capacité d'être aimé si mes parents me disent qu'ils pourraient m'abandonner aussi facilement, alors que même à notre chien, ils disent pas ça? Et c'est assez terrible, cette peur d'être abandonné. Et ensuite, on peut développer comme ça une peur absolue d'être abandonné dans sa vie, parce qu'on a été parfois dans un modèle éducatif de ce type-là. Apprendre à réagir en s'adaptant. Donc voilà, pour construire du cortex frontal, il faut gérer les frustrations, apprendre à l'enfant à attendre. Là-dedans, un des points aussi extrêmement importants, c'est le respect. C'est d'apprendre à l'enfant le respect, lui montrer qu'il y a une verticalité dans la vie.
et que il doit s'y conformer comme on doit tous à s'y conformer. Il n'y a pas une seule personne d'entre nous qui n'a pas une verticalité dans sa vie professionnelle. Hein, moi, j'ai un directeur de clinique. Au-dessus du directeur, il y a le directeur régional, puis le machin. Et donc, on a tous, bien sûr, des hiérarchies, quel que soit notre métier. Donc, on a, voilà, ce côté extrêmement important à faire. Hein. Ce n'est pas le monde qui s'adapte à l'enfant. Hein, mais évidemment, l'enfant qui doit s'adapter au monde, c'est une phrase que je cite souvent aux jeunes. Hein, c'est-à-dire que c'est pas les 7 milliards d'habitants de la planète Terre qui doivent s'adapter à toi, hein, mais c'est toi qui dois t'adapter à la société. Hein, et s'adapter à la société, c'est pas évident, et on y travaille ensemble. Mais c'est pas parce qu'il y a ces contraintes qu'on ne peut pas en être pour autant épanoui, heureux, serein dans la vie. Heureusement. Hein, donc, si on partageait les choses en voyez, des stratégies d'éducation comme ça. Hein, donc c'est simpliste parce que là je fais une vision dichotomique des choses. On peut imaginer une éducation qui serait au niveau émotionnel entre la froideur et l'hyperaffection. Vous voyez, en abscisse, et en ordonnée, une éducation qui serait entre la permissivité, je laisse tout faire, à la fermeté rigide, absolue. Et donc on imagine un peu les cas de figure. Donc ça nous permet de développer 4 modèles différents. Hein, on les reprend rapidement. Donc on peut avoir un modèle, premièrement, d'une éducation froide et permissive, c'est-à-dire, donc ça peut être par exemple le beau-père, c'est pas mes gosses, je m'en fous. Hein, donc je fais des caricatures exprès, hein, je fais de la provoque et caricature, j'aime bien, vous avez compris. Parents démotivés, délaissant leur rôle éducatif. Je te donne 30 euros et tu files, je veux pas te voir du week-end. Je suis crevé, moi j'ai envie de me reposer, barre-toi avec tes copains et tiens, prends 30 euros, barre-toi. Le pire, c'est qu'un enfant de 14 ans, il va être content. Hein. C'est top, je vais aller avec mes potes, on va s'acheter des pétards, machin. Et donc il faut rechercher une pathologie parentale sous-jacente dans ces cas-là. Ça peut être par exemple une dépression de la maman, hein, qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau, qui a ses batteries à 4% et qui n'arrive plus à maintenir son rôle d'autorité et qui va quelquefois être trop permissive et froide parce qu'elle a une froideur affective parce qu'elle est asséchée sur le plan affectif du fait de sa dépression. Donc ce sont des enfants qui vont se retrouver en carence affective et recherchant une attention même négative plutôt que pas d'attention du tout. Et c'est vous qui allez en pâtir à l'école. Hein, ce sont des choses qui vont être collées tout le temps, qui vont, etc. Au moins, grâce à ça, les parents sont appelés, vous les convoquez, et les parents sont bien obligés de venir s'occuper de leurs enfants. Hein, alors qu'ils n'arrivent plus à s'en occuper à la maison. Donc on est sur des modèles que vous connaissez. Ensuite, donc, c'est renforcement des difficultés par des provocations affectives. Ça peut être le jeune dont je parlais tout à l'heure qui fait un conseil de discipline par an. Ensuite, on prend un autre modèle d'éducation, une éducation froide et ferme. Je mets militaire entre guillemets, mais je ne veux vexer aucun militaire dans la salle. Hein. C'est une façon de voir, plus imagée de voir les choses. Les enfants, ça se mène à la baguette, c'est comme un chien, m'a dit un papa il n'y a pas longtemps. Hein, donc on imagine, ça fait peur quand il y a un truc comme ça. Hein. Donc les frontières de la maltraitance, dans ces cas-là, sont parfois floues. Et là, ce sont des enfants qui sont aussi en carence affective, brimés, éduqués dans une chape de plomb. Là, le gros risque, c'est l'explosion dans le moment de désidéalisation à l'adolescence. Ce sont des enfants qui ont été brimés, qui ont été oppressés, et puis qui vont avoir besoin de prendre de l'oxygène et qui vont fuguer ou être dans des conduites, par exemple, de recherche d'idéaux dans les fringues gothiques et autres aujourd'hui développements, hyper piercing, tatouage, scarification partout. Donc on peut avoir ce type de modèle chez ces jeunes. Renforcement des difficultés car affaiblissement de l'estime de soi. Ils ont toujours été élevés comme un animal et à la baguette. Forcément, comment voulez-vous être bien dans l'estime de soi-même? Donc on va avoir une recherche artificielle de retrouver une estime de soi en faisant partie d'une bande idéalisée. Punk, émo, tout ce que vous voulez, qui va être métal, qui va être une recherche d'au moins exister à travers au moins un clan. Enfin, éducation affective et permissive. Là, on va avoir, je veux donner à mes enfants tout ce que j'ai pas eu moi. Hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Nous, quand on était tout petit, on avait un petit rayon pour tous les jouets à l'hypermarché du coin. Aujourd'hui, c'est des Toys R Us et des Pickwick à non plus finir. C'est incroyable la profusion de choses qu'ils ont aujourd'hui, les jeunes. Donc c'est vrai qu'on a envie de tout leur acheter par procuration aussi. On aurait bien aimé, nous, avoir une Xbox One ou des choses comme ça. Hein, nous, on avait un ZX81 1 kilo-octet avec 130 octets de ligne de programme. C'était pas pareil. Parents sincères, investis, mais laissant tout faire. Hein, ce sont des enfants choyés, mais sans cadre. Souvent maintenus en statut régressif. Hein, je finirai là-dessus parce qu'il me reste à peu près 5 minutes de parole. Renforcement des difficultés car crise régressive sans cadre dans ces cas-là. Et enfin, vous l'avez compris, mon éducation préférée. Éducation affective et ferme. Fermeté bienveillante, c'est-à-dire beaucoup d'amour.
Hein, c'est ce que hein, ça n'a jamais empêché la phrase que vous citiez de Claude Almos, et je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ma consoeur, qui est on peut aimer, adorer nos enfants en leur donnant un cadre de vie. Et ce cadre est sécurisant. N'oublions pas que les enfants rois dont on parle tout à l'heure sont des enfants qui, vous avez vu, sont à risque de dépression grave, sont à risque de conduite addictive, parce que comme ils ne supportent pas de la frustration, et on va leur dire, un dealer va les repérer à 600 mètres, va leur dire, attends, moi je vais te donner un petit truc, je te le donne gratos au départ, tu vas voir, ça va te faire du bien, ici et maintenant, tout et tout de suite. Bien sûr que ce sont qui sont à haut risque de conduite addictive, mais ils sont aussi à gros risque de troubles anxieux. Parce qu'un enfant roi, un enfant qui commande à la maison, et un enfant qui m'avait dit, et c'est peut-être l'un des enfants qui m'a le plus marqué en pédopsychiatrie, ensuite je le voyais en individuel, et il me dit, mais si c'est moi qui commande à la maison, alors qui c'est qui va vraiment m'aider si j'ai un problème, hein? Et c'est terrible pour un enfant d'avoir cette constatation. C'est l'enfant intelligent qui se dit, mais comme je suis le chef à la maison à 4 ans, mais c'est pas possible, on peut pas me laisser sur les épaules le fait d'être chef et de devoir tout rediriger dans une maison. Donc forcément, il se retrouve dans une hyper-anxiété. Parce qu'il se rend compte qu'effectivement, les parents n'ont pas le cadre et le côté solidité de lui donner ce côté sécure. La sécurité affective, c'est nous qui les posons en tant que piliers. Je suis là si t'arrive un problème. Anecdote que je cite souvent, j'avais entendu ma petite dernière dire à des cousines une fois, alors qu'il y avait des invités à la maison, moi, de toute façon, s'il y a des loups dans la forêt, elle devait avoir 3-4 ans, mon père, il va prendre une épée, il va faire clac, clac, il va tous les tuer. C'est mon père, ce héros, quoi. Elle serait super déçue dans la réalité. Mais ce qui est important, c'est que ça faisait, moi je me suis dit, ouf, c'est une enfant sécure qui sait que, voilà, s'il y a un danger, papa et maman sont là. Et ça, c'est ça, être élevé en sécurité. C'est ouf, on sait qu'il y a quelqu'un pour nous protéger. Pas un enfant roi. Et cet enfant roi, donc, se retrouve éminemment anxieux, ce qui est logique. Mais là, si on est dans une main de fer, dans un gant de velours, ce sont des enfants choyés dans un cadre d'amour, d'attention, mais avec des limites clairement définies. On ne monte pas son téléphone le soir dans sa chambre, pas d'ordinateur dans la chambre, pas de choses. Donc épanouissement dans le respect et l'estime de soi. Donc le côté d'un enfant, je finis sur ces 5 dernières minutes là-dessus, c'est l'attention affective. Un enfant va rechercher toujours une attention. Mais attention, il ne faut pas que cette attention devienne régressive. Pourquoi elle peut devenir régressive? Parce que imaginez l'enfant unique, où tout est autour de lui. Oh, mon petit enfant, il est... toute la famille, c'est dès maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ce week-end pour notre petit chéri, cette fois-ci on va à Disneyland Paris, ah non on y est déjà allé 14 fois depuis janvier, on va aller qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Donc on a un enfant hyper choyé, plein d'amour, et puis maman est enceinte, et puis voilà, cet été, il y a la petite sœur qui arrive. Et du jour au lendemain, cet enfant qui était le roi chez les parents, chez les grands-parents, eh bien, c'est ah bonjour, oh qu'elle est mignonne, la petite, dégage-toi, oh qu'elle est belle, et tout d'un coup l'enfant se retrouve de l'enfant roi à l'enfant dégage-toi. Et c'est terriblement dur pour cet enfant, parce qu'il se dit quoi? Il se dit, mais l'amour, en fait, c'est le temps qu'on passe avec nous. Depuis le début, mes parents m'ont montré ça. Donc, la durée de l'attention de l'entourage, c'est leur amour. Si tout d'un coup, il y a ma petite sœur qui arrive, eh ben moi, je suis en carence affective relative terrible. Je prends souvent une feuille de papier, je dis à l'enfant, mais toi, tu as peut-être cette impression-là qu'il y avait une feuille de papier pour toi, et depuis que ta petite sœur est arrivée, crac, je lui laisse qu'un tiers du papier, on a donné tout ça à ta sœur. Et l'enfant, il me regarde, enfin un qui a compris. C'est dégueulasse, non? Et donc, il se retrouve dans une situation de carence affective relative, et il va rechercher à tout prix retrouver cette attention. C'est normal, pour les mathématiciens dans la salle, l'amour est fini au sens mathématique pour un bébé, pour un enfant. Il se dit, il y a un taux d'amour comme une quantité de choses dans une assiette. Si ma sœur arrive, mes parents m'ont pris tout l'amour ou une grosse partie de l'amour qu'ils ont pour moi pour le donner à ma sœur. Alors qu'avec cette feuille de papier, il faut dire, mais non, toi, tu as toujours ta feuille de papier. Et pour ta sœur qui arrive, il y a une deuxième feuille. Et s'il y a un troisième enfant, il y aura une troisième feuille. C'est ça qui est génial. Et là, c'est pas mathématique. C'est quelque chose qui est peut-être le plus génial de la vie. C'est de se dire que l'amour se démultiplie et est infini. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu cette peur-là, comme moi. C'est-à-dire on a un premier enfant qu'on aime de manière absolue. Et puis, on se dit, ça y est, ma femme est enceinte, j'ai super peur. Je ne vois pas comment je vais pouvoir aimer mon deuxième enfant autant que mon premier. Et une fois que le deuxième enfant arrive, on se dit, ouf, en fait c'est génial, si ça marche, je l'aime autant déjà que mon premier. Et si on en a 3, si on en a 7, si on en a 9, ça marche aussi. Et donc c'est quelque chose qui se démultiplie, qui est génial. Ce serait bien que sur un compte en banque ce soit pareil. Mais là, en tout cas, le problème de l'enfant, c'est ça. C'est-à-dire que cet enfant dont je parle, qui était l'enfant unique, il se dit, mais si je comprends bien, à 1 an, je suis aimé comme ça,
À 2 ans, ma sœur est née, on s'occupe plus de moi. À 4 ans, ma mère me dit, mais tu vois bien que je m'occupe de ta sœur, écoute, va te faire chauffer ton bol au micro-ondes, j'ai pas le temps de préparer ton petit déjeuner ce matin. Allez, vas-y, dégage. Hein, quand même peut-être pas jusque-là, mais l'enfant se dit au fur et à mesure, mais en fait, au plus je grandis, au moins on s'occupe de moi. Donc au moins au même. Alors pourquoi je vais grandir? Et donc l'enfant, le risque, qui est intelligent, il va tout faire pour régresser. Mais il a raison, quelque part. Il a raison d'essayer de régresser et de se dire, mais moi, depuis que ma petite sœur est née, je refais le bébé. Je refais pipi au lit, hein, je reveux ma tétine, je tape du poing sur la table, je parle comme un bébé. Et donc, vous voyez, cette raison-là est tout à fait logique. On est depuis le début, vous voyez, dans un raisonnement, dans une grille de lecture cognitive et comportementale. Hein, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous l'avez bien compris, je suis un pédopsychiatre très atypique, parce qu'il y a 1000 pédopsychiatres en France, dont 950 psychanalystes. Hein, aujourd'hui, on ne parle donc pas, et vous le savez depuis le départ, de forclusion du nom du père, d'autre du moi, mais on parle d'amour fini, de choses comme ça. Donc c'est une autre façon de voir la pédopsychiatrie, hein, qui, un peu comme on peut avoir des modèles philosophiques différents, on a aujourd'hui des modèles psychothérapeutiques différents. Donc l'idée, elle est très pratique cette thérapie, parce qu'on va expliquer ça aux parents, on va leur expliquer ce qu'il faut faire, leur expliquer par exemple de dire mais non, chaque jour un enfant je l'aime de plus en plus, et on va faire dissocier chez l'enfant le fait que l'attention qu'on lui donne, ça n'a rien à voir avec l'amour, par différentes choses, par lui dire tu sais, au contraire, chaque jour je t'aime de plus en plus, regarde dans mon portefeuille j'ai une photo de toi, même quand t'es pas là, à l'école, je peux regarder ta photo, je l'ai même sur mon bureau. Dans mon bureau, j'ai ta photo avec celle de ta sœur, et vous êtes tout le temps là dans mon cœur. Ce n'est pas parce que tu es grand, je suis fier de toi parce que tu grandis. Donc on est dans ce côté où on va rassurer l'enfant. Les stratégies d'éducation, c'est abandonner au plus vite les symboles bébés. Donc mes pauvres filles, elles ont été l'objet d'expériences et d'expérimentations qui auraient pu me faire un signalement contre moi. Elles ont eu, par exemple, on a arrêté la poussette à 2 ans, la tétine à 2 ans aussi, biberon, etc. Il n'y avait plus de tout ça à la maison. Donc les amis me regardaient d'un œil torf, me disaient laisse tomber, il est pédopsie. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui relève dans cette logique-là. Si on maintient l'enfant dans un statut de bébé, pourquoi il va grandir? Si on le maintient avec une tétine à 7 ans, eh bien, on le voit d'ailleurs, et les maîtresses vont dire, ces enfants-là sont déjà en retard au niveau du dessin, au niveau praxique, parce qu'ils sont maintenus bien au chaud dans un statut de bébé. Donc, pourquoi ils développaient leurs neurones? On sait que l'intelligence est en grande partie développée par l'éducation et par l'amour qu'on donne à l'enfant. Il y a une part génétique, ça c'est moche, parce qu'on n'y peut rien, mais on a une part génétique dans l'intelligence qu'on donne à nos enfants. Et ensuite, il y a une part qui est d'au moins de 30-40% de l'éducation et de l'amour qu'on va donner à nos enfants. Mais ces enfants rois vont perdre beaucoup en neurones par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir. Donc refuser la facilité, bien sûr. Valoriser les nouvelles acquisitions avec de l'enfant. Et ça, c'est un point absolument essentiel aussi. C'est d'être très vigilant, de féliciter l'enfant parce qu'il court plus vite, parce qu'il marche plus vite, parce qu'il fait des choses, parce qu'il appuie sa tétine pour aller au lit et qu'il peut s'endormir tout seul. Et qu'est-ce qu'on est fier de lui? On va envoyer la photo de lui à mamie, par email, on va envoyer la photo pour montrer qu'on est fier de son enfant. Donc renforcer l'enfant dans son développement, que ce développement soit un plaisir, et lui montrer que non seulement on s'intéresse au fait qu'ils grandissent, mais qu'on lui donne beaucoup d'attention là-dessus. Donc, au contraire, sans affect, ne pas rentrer dans le jeu du comportement régressif. L'enfant qui refait le bébé, on ne s'en occupe pas. Il n'y a rien de grave, il est en train de pleurer, de faire le bébé, machin. Eh bien, on lui dit, écoute, je ne comprends pas, de toute façon, quand tu parles bébé comme ça. Donc, je reviendrai quand tu seras calmé. Donc, l'enfant va faire le bébé 10 minutes aujourd'hui, puis le lendemain 9 minutes, puis le surlendemain 7 minutes, puis etc., parce qu'il se rendra compte qu'il n'y a pas de répondant. Si, au contraire, on lui donne du répondant, et donc, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif en thérapie cognitive et comportementale. Vous voyez, c'est ce. Donc, c'est éviter par ces systèmes éducatifs mauvais de rendre nos enfants bad, bêtes, asociaux et dépressifs. C'est-à-dire que l'enfant roi devient comme ça. Là aussi, prenez-le avec tout le recul en reprenant tout ce que je dis depuis le début. Bête parce que, et je fais exprès cette notion-là pour que ce soit peut-être une sorte de moyen mnémotechnique, mais ils vont perdre de l'intelligence si on ne leur donne pas les cadres dont ils ont besoin pour se développer. Il faut être en sécurité affective pour bien développer son intelligence. Et ça, c'est un point essentiel. Mais c'est vrai aussi dans l'école. Il faut se sentir en sécurité affective dans une école pour s'épanouir sur le plan intellectuel. Donc, vous voyez, ce premier point clé, c'est un enfant qui réclame le droit d'allumer la télé. Les parents, la maman dit, non, il est 7h moins 10, on mange dans 5 minutes, c'est plus le moment, tu regardes la télé. Et là, l'enfant hurle, je veux regarder la télé, machin, et il se met, et la maman qui a une tête comme ça, qui est
qui est prof et donc qui a subi déjà tous les élèves toute la journée, le directeur, plein de trucs. Elle en peut plus à la maison le soir. Et puis elle se fait semi-victoire, semi-échec et dit bon ben rien que 5 minutes. Hein. Donc la maman a cédé. Les parents fatigués cèdent. On est dans un système de double renforcement. Qu'est-ce qu'on appelle le double renforcement? C'est un renforcement positif pour l'enfant. C'est l'enfant de 8 ans qui a eu son iPhone tout à l'heure. Et il a raison de hurler, puisque ça marche. Donc il a raison de faire une crise à chaque fois. Et si la maman cède, ce sera pire le lendemain. L'enfant se développe en disant, plus ou moins consciemment, en tout cas quand je hurle, que je pleure, que je m'agite, que je fais une crise, mes parents finissent par céder, donc j'ai intérêt à continuer à le faire. Et pour les parents, c'est ce qu'on appelle un renforcement négatif, c'est-à-dire quand ils cèdent, au moins ils ont la paix. Et l'enfant arrête de hurler, il va être tranquille, hypnotisé devant la télé, et puis elle peut finir le repas facilement. Donc le deuxième point clé, c'est ça, c'est qu'un enfant recherchera toujours une attention. Vous avez compris que pour lui, attention égale amour. Et donc il recherchera une attention négative, même négative, plutôt qu'un manque d'attention. C'est ce qui explique beaucoup de bêtises de jeunes, qui vont rechercher à se faire remarquer par carence affective, relative. Et ils vont être tout le temps dans l'idée de j'existe, et j'existe aujourd'hui malheureusement en faisant le fanfaron, en étant devenu, comme me disent les jeunes, le bordeleur de la classe. Voilà. Et au moins, je fais marrer, je suis celui qui amuse les autres, qui est le clown. Et souvent, ce sont des enfants en carence affective relative. Hein, il y a souvent un problème à voir, et pourquoi pas, dans ces cas-là, d'ailleurs, avoir un avis psy. Hein, pour essayer de comprendre la source. Donc le paradoxe de l'attention des parents, je finis par là, c'est quand l'enfant se comporte bien, ben on laisse tomber. On est ouf pour une fois, je sais pas ce qui se passe, mais c'est calme. Hein, je rentre à la maison, c'est pas, ça hurle pas de partout, donc bah, moi j'en profite, quoi, je vais me mettre devant la télé, je vais zapper un peu, j'ai une dure journée de travail, tiens je vais regarder ce qu'il y a ce soir comme série, machin. Et puis tout d'un coup, on entend les enfants hurler. Ah, ils sont là quand même. On va dans les escaliers. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Hein? Vous voulez que maman elle monte ou quoi? Ou papa? Hein? Et donc, bon j'arrive, hein, je vous préviens, ça va aller mal, hein. Bon, on fait des bruits dans les escaliers, et puis on se dit, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi il y a plein de sang? Qu'est-ce que tu as fait la tête de ta sœur là contre le radiateur? Mais vous en avez marre de vous me faites suer, j'en peux plus. Et on va s'occuper beaucoup de son enfant parce qu'il fait des bêtises et pas du tout lorsqu'il va bien. Donc là aussi, c'est le même système de renforcement positif. En fait, on s'aperçoit dans beaucoup de familles, surtout parce qu'on a de moins en moins de temps avec les enfants, que lorsque les enfants se comportent mal, les parents vont focaliser leur attention et passer beaucoup de temps quand l'enfant fait des bêtises. Inconsciemment, l'enfant a intérêt de faire des bêtises parce qu'au moins on s'occupe de lui. Donc on est dans quelque chose qui est un renforcement absolument paradoxal. Il faut faire évidemment le contraire. Hein, ne pas forcément se précipiter lorsqu'un enfant pleure et géniard. Hein, ça aussi, ça peut être le papa hyper anxieux ou la maman super anxieuse. C'est l'enfant qui pleure depuis 10 secondes. Mais qu'est-ce qu'il a? On fait le 15 quand même. Hein. Il pleure pas comme ça d'habitude. Hein. Et puis l'enfant, on va s'en occuper. Dès qu'il pleure, on va venir le chercher. On renforce les mécanismes de pleurs. Parfois, il faut aussi se dire, voilà, cool, hein, ne pas se précipiter. On va essayer d'analyser les causes de cette demande affective. Qu'est-ce qu'il recherche exactement cet enfant? Parfois, feindre d'ignorer ses provocations affectives et manifester une grande attention positive lorsque tout va bien. Mais là, c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément. C'est parce que les enfants sont calmes, qu'on a notre fille qui est en train de faire un magnifique coloriage ici, je finis par ça, et on se dit, mais magnifique ton coloriage. Mais dis donc, mais t'as progressé de manière incroyable, tu dépasses pas, il est beau. Écoute, ce que je vais faire, attends, on va le prendre en photo. Attends, hein, je prends en photo ton truc, et puis on va l'envoyer à mamie, hein, par mail, d'accord? Et juste après, tu téléphones à mamie, tu lui dis qu'elle a un mail et qu'il y a une surprise, d'accord? Et là, on va passer 10 minutes avec son enfant, le valoriser. Mamie va dire, oh, ton dessin, il est magnifique, tu pourras me l'imprimer, etc. Et donc, l'enfant, on va passer beaucoup de temps quand tout va bien, et parfois feindre d'ignorer ses provocations. Et la prochaine fois, la jeune fille, plutôt que d'aller bien un quart d'heure, elle va aller bien 20 minutes, puis 25 minutes, etc. Et donc, vous voyez, on est dans un système qui est une réflexion particulière qu'on peut continuer à avoir et que j'aurai plaisir à avoir avec vous, si vous le souhaitez, sur apporter une grille de lecture un peu originale qui sont comment les neurosciences peuvent nous aider à penser notre rôle de prof, notre rôle de parent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.